L'affaire d'Abby Cooper, connue également sous le nom de casse de l'homme en parachute, est l'une des énigmes les plus célèbres de l'histoire criminelle américaine, captivant ainsi l'attention du public et des médias durant des décennies. Le 24 novembre 1971, alors que les passagers d'un vol ralliant Portland à Seattle de la compagnie Northwest Orient Airlines s'installaient, un homme avec une mallette prit place parmi eux et remit une note aux membres de l'équipage, affirmant ainsi tenir pardon le but et demandant une rançon de 200 000 dollars et 4 parachutes. Après un atterrissage d'urgence, la libération des civils et la remise de l'argent, l'avion redécolla direction le Mexique. Le pirate de l'air, tel qu'il fut surnommé, sauta alors de l'appareil toujours en marche et ne fut jamais retrouvé malgré les innombrables recherches et une enquête interminable. L'identité de cet homme reste toujours un mystère encore irrésolu, alimentant ainsi les fantasmes des spéculateurs les plus tenaces et des théoriciens les plus passionnés. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le premier épisode de l'Indice zéro convisionnel. Bonjour tout le monde, comme vous l'avez entendu dans l'intro, en ce premier épisode de l'Indice Zéro, on va parler de l'affaire d'Abby Cooper. Je suis accompagné par Yena, Wissal et moi-même Amar. Alors, Yena, qu'en penses-tu? Alors la première théorie à laquelle j'ai pensé et qui est en relation avec l'affaire de Debbie Cooper, c'est que le fait que le portrait robot du criminel est inexact. À travers un documentaire Netflix qui a été publié et qui s'intitule Où est le pirate de l'air, on a constaté que l'un des agents du FBI qui enquêtait sur l'affaire avait une très grande similarité avec le criminel en question. Et donc, ce qui reste à se poser une question, est-ce que le portrait robot est vraiment celui du vrai criminel et est-ce qu'il cherchait en fait la bonne personne? Eh ben, figure-toi que la théorie que je vais présenter aujourd'hui va peut-être répondre à cette question. Il y a une théorie qui stipule que Debbie Cooper est une femme transgenre. Oui. Barbara Dayton, de son nom de naissance Bobby Dayton, était un jeune homme passionné par l'industrie aéronautique et le pilotage de l'air. À l'âge de 18 ans, il a essayé de rejoindre l'Air Force, mais a malheureusement échoué. Du coup, après, il s'est investi auprès de l'US Merchant Marine. Et puis, peu de temps après, il a entamé une carrière dans la construction. Peu de temps après, il a retenté d'avoir une licence en pilotage privé. Mais vous vous en doutez, il a échoué à obtenir sa licence commerciale. Ce qui l'a un peu frustré. Alors on peut dire qu'il est devenu rancunier et vindicatif et a cherché à se venger de l'industrie aéronautique. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ça peut expliquer en quelque sorte certaines choses qui se sont passées. Le fait est qu'on cherchait un homme alors qu'il était une femme, c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu trouver de traces de Debbie Cooper. Les initiaux choisis pour Debbie Cooper correspondent étrangement aux initiaux du nom et prénom de Bobby Dayton, ou bien Barbara Dayton. Et on a eu aussi le témoignage de deux personnes, son médecin qui avait notamment dit que son humeur avait considérablement changé après le skyjacking. Elle est devenue plus heureuse et plus épanouie. Et il y avait un ami à elle qui nous avait dévoilé, qui lui avait confié un soir que c'était elle, Debbie Cooper, et qu'elle était responsable du skyjacking. En faisant mes recherches sur l'affaire, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs zones d'ombre. Premièrement, qui d'autre a vu Debbie Cooper lors du vol? Il n'y avait que l'attendante de bord. C'est elle qui a communiqué directement avec Debbie Cooper. Euh, donc on ne sait pas s'il était vraiment au bord de l'avion et si c'était une vraie personne. Est-ce que c'était une personne réelle? Deuxièmement, je pense pas que le FBI aurait géré l'affaire comme ça. On sait que lors du premier vol à Seattle, on avait déposé les 36 otages et on les avait échangés avec l'argent, etc. Pourquoi le FBI n'aurait pas intervenu de ce moment? Je pense que c'est c'est illogique. Deuxièmement, est-ce qu'il y avait vraiment une bombe?
Ouais, c'était très lourd. Je pense pas qu'il y aurait une bombe dans l'avion. Même si c'était il y a 50 ans, il n'y avait pas tous les checks qu'on connaît aujourd'hui dans les aéroports, etc. Et que c'était un vol national. Je pense que ça aussi, c'est pas logique. On ne ferait pas entrer une bombe dans un avion de ligne aussi facilement. Autre chose, c'est que l'attendante de bord avait dit que D.B. Cooper avait fumé plus de 2 paquets, avait bu dans un verre. Le FBI, quand il a fait les analyses euh, dans l'avion, il n'a trouvé aucune trace d'ADN, que ce soit dans les cigarettes, et notamment le verre où D.B. Cooper avait bu, D.B. Cooper, avait disparu. Notamment, il a été mélangé avec les autres verres. Je pense que ça aussi, ça a été illogique. Donc, je pense qu'il y avait plusieurs zones d'ombre. Aussi, je pense pas que D.B. Cooper aurait pu sauter je sais pas combien de mètres d'altitude avec un vent de face de 300 km/h. Je pense que ça aussi n'est pas logique. Donc, je pense que D.B. Cooper n'a jamais existé. C'est pour ça que l'on ne l'a pas retrouvé. Je pense que ça a été un coup monté de la part de l'équipe qui était présente dans l'avion et c'est eux qui ont manigancé tout ça pour notamment avoir cet argent, 200 000 dollars. À l'époque c'était 200 000 dollars, aujourd'hui je pense que ça équivaut 2 millions de dollars. C'est une Donc, somme colossale. ouais, je pense que c'est pour ça qu'on n'a jamais retrouvé D.B. Cooper parce qu'en vrai il n'a jamais existé. Ça a été un coup monté. D'ailleurs qui a été très bien fait. 50 ans après, le FBI n'a jamais trouvé D.B. Cooper. Ça a été même une affaire classée sans suite pour faute de preuves incriminantes et ça a été ouvert au public. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est très rare que le FBI ouvre une affaire au public pour que le public les aide, notamment. Je pense aussi que les billets retrouvés dans le lac, au bord du lac, je pense que c'est une preuve que c'était le personnel de l'avion qui a pris l'argent et pour faire mumuse avec l'FBI, ils avaient enterré cet argent pas loin du fleuve où c'était en dessous du trajet de l'avion. Donc je pense que D.B. Cooper n'a jamais existé. En parlant de parachutisme, Barbara Dayton, lorsqu'elle travaillait dans le domaine de la construction, on avait dit qu'elle avait enchaîné plusieurs boulots et qu'elle avait appris à parachuter. Elle est devenue experte en parachutisme en enchaînant plusieurs boulots, ce qui explique un peu son atterrissage peut-être réussi. En parlant de la théorie du parachutisme, il y a des agents du FBI qui ont trouvé une certaine cravate et qui correspondait à ce que portait le criminel présumé D.B. Cooper. Il portait un costume et des mocassins et un chapeau. Et donc, naturellement, il aurait porté une cravate. La cravate qui, après analyse des membres du FBI, l'équipe scientifique, ils ont trouvé des résidus de matière chimique qui appartenaient peut-être au domaine aéronautique ou au domaine militaire, ce qui aurait pu expliquer le fait qu'il ait sauté en parachute d'une façon très professionnelle, malgré le mauvais temps. Donc on remarque qu'il y a plusieurs théories qui subsistent. Ça fait 50 ans que cette affaire plane chez l'FBI, etc. On ne sait pas vraiment, on ne connaît pas vraiment la vérité. Donc je vous laisse libre choix de formuler vos théories et de nous les proposer en commentaire. Comme vous l'avez vu, il existe plusieurs théories sur cette affaire. Donnez-nous votre avis sur les théories avancées et peut-être vos propres théories en commentaire.